Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise entreprise. Quels sont les éléments clés à intégrer et les erreurs à éviter pour un business plan efficace qui convaincra vos partenaires? Nous allons, Carole Cuisinier, conseiller création reprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Moselle, Grégoire Collot, expert comptable, et moi-même, Clotilde Muller, conseiller entreprise au sein de la Chambre de métiers d'artisanat de Moselle, vous présenter ces différents éléments. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous verrez, c'est un petit icône avec le point d'interrogation et nous traiterons bien évidemment vos questions à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur YouTube. Bonne conférence. Nous allons passer à la slide suivante. Alors pour démarrer, nous allons vous rappeler les étapes préparatoires incontournables pour mener à bien votre projet de création reprise. Étape numéro 1, de l'idée au projet, vous allez identifier le stade d'avancement de votre projet, identifier vos motivations et ressources pour concrétiser et formaliser votre idée en projet. L'étape numéro 2 concerne l'étude commerciale, c'est-à-dire une étude de votre marché afin d'évaluer le potentiel commercial de votre projet. L'étape numéro 3 concerne l'étude juridique afin d'opter pour le choix de la meilleure forme juridique, du statut social et de la fiscalité en découlant par rapport à votre projet et situation professionnelle. L'étape numéro 4 consiste à définir les moyens d'exploitation nécessaires, c'est-à-dire moyens financiers, humains et matériels pour démarrer au mieux votre activité. L'étape numéro 5, l'approche financière consiste en une formalisation du prévisionnel financier reprenant les éléments des 4 premières étapes évoquées ci-avant. L'étape numéro 6 consiste en une recherche de financement pour équilibrer votre plan de financement, à savoir recherche de prêt bancaire. À ce sujet, je vous invite à suivre le webinaire de cet après-midi 15h30 ou aussi une recherche concernant les aides à la création reprise. Et à ce sujet, je vous invite à suivre le webinaire de mercredi après-midi 14h sur ce sujet. Et dernière étape, numéro 7, si viabilité économique de votre projet, il vous reste à réaliser les formalités administratives d'immatriculation de votre future entité. Qu'est-ce qu'un business plan? Un business plan, nous allons pouvoir passer à la slide suivante, est un document écrit remplissant 2 fonctions principales. À la fois, il vous permet à vous de structurer votre projet, de le poser sur papier. Et deuxième fonction, c'est un outil de communication indispensable à destination des partenaires, notamment des banques, des investisseurs privés. Votre business plan va se diviser en 6 parties. La première partie vous concerne vous, créateur, repreneur d'entreprise. On va vous demander de vous présenter. La deuxième partie concerne la présentation détaillée de votre projet de création reprise. La troisième partie de votre business plan concerne le marché visé. La quatrième partie de votre business plan, la stratégie commerciale envisagée. La cinquième partie, les moyens d'exploitation nécessaires pour démarrer au mieux. Et la dernière partie de votre business plan concerne la réalisation des prévisions financières. À quoi peut bien servir un business plan? L'analyse de votre business plan va vous permettre de vérifier la faisabilité économique de votre projet et ainsi de prendre la bonne décision. Première option, vous décidez de passer à la seconde phase, c'est-à-dire vous décidez de vous lancer, de concrétiser votre projet car tous les feux sont au vert. Deuxième option, vous décidez de renoncer à votre projet qui présente bien trop de risques. Ou alors, troisième option, vous décidez de différer votre projet de création reprise pour chercher un complément de temps ou de réflexion, de financement ou de formation. Alors, la première partie de votre business plan consiste en une présentation valorisante de vous, créateur, repreneur, porteur d'un projet. Votre présentation doit se faire avec le même soin que la rédaction d'un CV d'embauche et reprendre les traditionnelles informations, à savoir votre état civil, vos coordonnées, votre situation personnelle, à la fois familiale et patrimoniale, votre parcours professionnel, ainsi que votre situation professionnelle au moment de la création. Vous devez aussi évoquer les compétences acquises, aussi bien compétences techniques que compétences transversales en gestion, en commerce ou autres compétences.
On vous demandera aussi de détailler vos formations ainsi que les diplômes obtenus. De présenter toute expérience passée valorisable dans votre projet entrepreneurial, ainsi que vos motivations. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, vous souhaitez vous mettre à votre compte? Est-ce par besoin d'indépendance ou une nécessité de créer votre emploi, ou alors saisir une opportunité qui se présente? Bref, n'hésitez pas aussi à rajouter tout ce qui est important à savoir sur vous, se rattachant de façon valorisante à votre projet. Sachez bien que la force vive de votre projet, c'est bien vous, et vous devez montrer la cohérence entre vous et votre projet dans cette première partie du business plan. Si vous n'êtes pas seul à porter ce projet, vous devez aussi présenter les futurs associés du projet, les partenaires du projet. Futurs associés du projet, tout comme vous, il va falloir détailler leurs compétences en technique, gestion commerciale ou autre. Le réseau par lequel aussi vous êtes connu, est-ce que c'est dans le cadre professionnel, amical, familial? Et la valeur ajoutée de cette association, qu'est-ce qui explique que cette association devrait faire réussir et concrétiser votre projet. Mettez bien en avant la complémentarité des associés en détaillant la fonction de chacun au sein de votre future entreprise. N'hésitez pas aussi à faire référence aux partenaires du projet, ça peut être la famille qui peut intervenir en tant que soutien financier et psychologique, les franchiseurs si vous avez un projet de vous installer dans le cadre d'une franchise, les banques qui sont déjà peut-être susceptibles de vous suivre dans votre projet, ainsi que les chambres consulaires, chambres de métiers et d'artisanat ou chambres de commerce et d'industrie qui vous accompagnent dans votre projet. Voilà. Deuxième partie de votre business plan, il consiste en une présentation détaillée de votre projet. En effet, c'est un des premiers éléments qui sera visualisé par les partenaires, à savoir dans quelle activité vous souhaitez vous installer, d'où l'intérêt de la détailler au maximum dans votre business plan. Et pour ce faire, on va partir de l'historique, de la genèse de votre projet. Comment et pourquoi l'idée vous est venue de vous installer dans cette activité précise. N'hésitez pas à détailler la nature de votre activité, l'ensemble des produits ou prestations que vous souhaitez présenter. La réglementation de l'activité dans laquelle vous souhaitez vous mettre à votre compte. Et s'il y a une réglementation spécifique, est-ce qu'elle demande une qualification? Et si oui, êtes-vous qualifié pour cette activité? Détaillez aussi l'adresse professionnelle, c'est-à-dire le siège, où va siéger votre future entreprise, quel jour, l'ensemble des jours travaillés, les horaires d'ouverture, l'échéance d'ouverture aussi de votre future entreprise. Vous décidez de concrétiser votre projet à quelle échéance, c'est-à-dire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ainsi que les perspectives de développement de votre future entreprise sur les 3 années à venir et au-delà même. Vous devez en effet être en mesure de vous projeter. Une vision à moyen terme de l'activité est nécessaire pour formaliser au mieux un business plan. Une partie tout aussi importante dans le cadre du business plan, c'est notamment de parler du marché sur lequel vous allez exercer votre activité. Alors un marché, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une vision globale du secteur d'activité où vous souhaitez exercer cette activité. Donc cette vision globale, en fait, il faut pouvoir la présenter dans le cadre de la rédaction du business plan à votre lecteur. Il faut donc s'intéresser au contexte et aux tendances de votre future entreprise. Alors il y a des éléments de contexte du marché importants à prendre en considération. Ce marché est peut-être réglementaire, il nécessite peut-être un diplôme ou une formation spécifique pour pouvoir l'exercer. Ce marché est peut-être aussi économique, donc il faut un peu connaître les fluctuations de ce marché et savoir comment il se porte. Il peut être également financier ou technologique. Vous allez peut-être dans le cadre de votre activité exercer une activité ou vendre un produit technologique et donc il est très important de savoir un petit peu comment va évoluer en fait ce produit ou ce service dans le marché dans lequel vous souhaitez évoluer. Donc pourquoi on s'intéresse au final à la vision globale de ce marché? Bien tout simplement pour savoir si vous avez votre place dans ce fameux marché, dans ce fameux secteur d'activité où vous souhaitez aller.
Ces évolutions et ces tendances, elles sont hyper importantes dans le sens où elles vont vous permettre un petit peu de vous positionner. Et puis, il est important pour votre lecteur de savoir que vous avez fait des recherches en amont et que vous êtes au courant du secteur d'activité et de son évolution. Notamment, s'il y a des impacts sur votre projet, eh bien, vous pourrez en amont décider de quelle manière en fait, vous allez réagir pour vous installer au sein de ce fameux secteur d'activité. Alors, bien sûr, quand vous allez faire cette fameuse étude de marché, vous allez, dans le cadre de votre business plan, donner le maximum d'informations sur celui-ci. Donc, vous pouvez bien sûr trouver ces informations sur différents sites, notamment les chiffres clés du marché, comme le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires du secteur. Vous avez le site de l'INSEE qui est à votre disposition et qui vous permet de trouver ce genre d'informations, à savoir que l'INSEE immatricule l'ensemble des entreprises qui se trouvent donc sur le territoire français, et donc vous avez la possibilité de connaître le nombre d'entreprises immatriculées par rapport au secteur d'activité que vous souhaitez réaliser. Concernant les chiffres d'affaires du secteur, vous avez aussi également différents sites qui peuvent vous donner ces informations. Je pense notamment à société.com où éventuellement vous pouvez rechercher des informations, mais également sur le site de l'INSEE. D'ailleurs, l'INSEE a mis en place un outil qui s'appelle ODIL. C'est un outil d'aide à l'implantation locale et il vous permettra éventuellement, en sélectionnant une zone géographique et en expliquant l'activité que vous souhaitez réaliser, eh bien, vous donner des informations sur les entreprises qui sont déjà présentes sur ce secteur géographique et connaître aussi la population qui s'y trouve. Autre information aussi à collecter et à donner à rédiger dans le cadre de votre business plan, c'est d'expliquer les conditions d'accès au marché. Certaines activités sont réglementées, nécessitent un diplôme, une formation ou une expérience professionnelle. D'autres demandent éventuellement à ce qu'il y ait des normes qui soient bien établies. Je pense notamment quand on veut s'implanter et monter une petite boutique, il est important de savoir un petit peu les normes pour recevoir du public, à savoir que ça évolue beaucoup. Donc, il est intéressant de connaître en fait les normes actuelles et futures si elles sont. Enfin, il faut aussi s'intéresser aux habitudes de consommation du produit et du service vendus actuellement et futurs. Vous l'avez bien vu, dans le cadre de la crise sanitaire qui nous a touchés, les habitudes de consommation des clients ont beaucoup changé. On est passé maintenant vers le click and collect, on est un peu moins vers le commerce de proximité malheureusement. Donc il est important aussi, quand vous allez entrer dans une activité, de vous intéresser aux habitudes de consommation de vos clients. Enfin, il faut aussi s'intéresser à la typologie des consommateurs que vous allez toucher. En effet, vous envisagez peut-être de vous lancer dans un secteur d'activité qui va cibler peut-être une clientèle qui sera une clientèle de particuliers. À ce moment-là, n'hésitez pas à nous faire la typologie complète de cette clientèle, l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle. Si vous envisagez plutôt d'aller vers une clientèle dite professionnelle, là, il faudra que vous nous donniez d'autres informations. Vous pouvez très bien cibler des professionnels, des entreprises, comme vous pouvez aussi cibler des collectivités. Donc, n'hésitez pas à faire un peu des fiches signalétiques, un peu de ces clients que vous souhaitez viser. Et enfin, dans ce marché où vous allez grenouiller, eh bien, il est important que vous connaissiez un petit peu les autres acteurs de ce marché. Vous pouvez très bien travailler peut-être avec des fabricants, des sous-traitants, et il est intéressant aussi de connaître leurs pratiques habituelles, notamment de tarification ou d'intervention sur ce marché. Une fois que vous avez travaillé sur le marché global de votre entreprise et que vous avez donné des informations, vous allez vous intéresser au marché de votre entreprise. Le marché de votre entreprise, c'est dans un premier temps une première composante qui est votre clientèle. Donc cette clientèle, il est très important de connaître son profil. Comme je le disais, vous pouvez très bien cibler des professionnels, vous pouvez cibler des particuliers ou des collectivités. Votre chiffre d'affaires va dépendre aussi du type de client que vous allez avoir. Ils ne vont pas tous payer peut-être de la même façon. Le particulier paye souvent au comptant, le professionnel à 30 jours, la collectivité peut-être à 60, 90 jours. Donc, il est important de bien l'identifier. Ensuite, de savoir où elle se situe, cette fameuse clientèle. Parce que dans un sens, peut-être qu'au niveau du lieu d'implantation, vous allez essayer de vous trouver dans le même secteur géographique que cette fameuse clientèle. Il faut aussi après s'intéresser à ses besoins, à ses habitudes de consommation.
Quand vous allez proposer votre produit et votre offre, ce qui est important, c'est d'abord de réfléchir au fait de est-ce que ma clientèle a un besoin par rapport à cette offre. S'il n'y a pas de besoin, à ce moment-là, il n'y a pas de marché et donc votre offre reste juste une offre simple, mais qui ne va pas générer de revenus. Donc, il est important de travailler donc sur leurs besoins et sur leurs habitudes de consommation. Intéressez-vous aussi à leurs critères d'achat, de quelle façon ils vont consommer. Est-ce qu'on va être plutôt sur de la consommation en direct ou plutôt de la consommation dématérialisée, en passant par le net, site internet ou autre. Donc, il est important de connaître aussi leur façon de consommer. Une fois que vous avez travaillé sur votre poste clientèle, vous allez devoir nous décrire, dans le cadre du business plan, vos concurrents. Je vous invite de nouveau à faire une fiche un peu signalétique qui nous expliquera qui sont-ils. En règle générale, dans le business plan, on demande à ce que vous cibliez au moins 3 à 4 concurrents. Il faut vous intéresser notamment à qui ils sont, donc connaître un petit peu leur forme juridique, ça c'est important. Savoir aussi où ils sont implantés, notamment par rapport à votre lieu, où vous allez souhaiter exercer l'activité. Connaître également aussi les produits et les services qu'ils proposent, donc, et de bien les détailler, et de nous expliquer aussi les prix qu'ils pratiquent. En règle générale, quel est le panier moyen ou quel est le tarif horaire éventuellement dans le cadre d'une activité de service. Intéressez-vous également à leur stratégie de communication. Comment sont-ils présents dans le cadre de votre marché? Est-ce qu'ils sont très présents et ils communiquent énormément sur leur activité? Est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt à attendre et du fait de leur notoriété, laisser en fait le flux naturel de clients venir? Donc ça, c'est aussi intéressant. Et au final, je vous invite également à faire un petit peu un résumé justement de leurs forces et de leurs faiblesses. Pourquoi faire un peu le résumé de leurs forces et leurs faiblesses? Eh bien, tout simplement pour après mettre en place votre stratégie commerciale, je vais vous l'expliquer par la suite, mais en tout cas de vous positionner notamment par rapport à eux. C'est-à-dire que les points forts qu'ils ont eh bien, vont devenir les vôtres aussi également, et les faiblesses qu'ils peuvent avoir peuvent être une brèche pour vous dans le cadre de la mise en place de votre offre, de votre produit, de votre service. Troisième composante de votre marché d'entreprise, ce sont notamment vos fournisseurs. Les fournisseurs sont, dans le cadre de l'achat-revente, un peu ceux qui font le marché. C'est-à-dire qu'il est important de connaître déjà qui ils sont, quel est le type de produit qu'ils proposent et quelles sont les tarifications qu'ils proposent. Notamment les conditions de livraison, les conditions de paiement. Il est important puisque c'est par rapport à eux, au final, que vous allez pouvoir aussi fixer votre prix de vente, notamment par le prix que les fournisseurs vont vous indiquer. Alors, il n'est pas toujours évident d'avoir une liste complète en fait, des différents fournisseurs. Donc, dans un premier temps, il suffit un peu de rentrer et de faire du relationnel, de ne pas hésiter à participer à des salons ou à participer ou faire partie éventuellement de syndicats professionnels pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur notamment les produits et les tarifs que vont vous proposer ces fameux fournisseurs. On peut passer à la slide suivante, ce qui va nous permettre, une fois que vous avez donc travaillé sur le marché de l'entreprise, marché global et le marché de votre entreprise avec ces trois composantes, clients, concurrents et fournisseurs, de mettre en place ce qu'on appelle votre stratégie commerciale. Alors la stratégie commerciale, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un positionnement. Alors ce positionnement, c'est éventuellement de se démarquer par rapport à la concurrence vis-à-vis de votre offre et de votre produit. C'est ce qui fait que votre client va plutôt venir chez vous que aller vers votre concurrent. Donc, vous allez définir votre positionnement sur 4 points. Le premier point va être notamment le produit que vous allez proposer. Donc, il est important que vous détaillez bien la proposition de valeur que vous allez apporter dans le cadre de la mise en place de votre produit ou de votre service à vos futurs clients. Il faut bien sûr que vous donniez le maximum d'informations, que vous détailliez votre produit et votre service, que vous nous expliquiez un petit peu éventuellement si c'est un produit technique, ses caractéristiques. Et puis, si on est plutôt dans du service,
À ce moment-là, valorisez-vous, puisque le produit, eh bien, c'est vous-même. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant de nouveau vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire dans le métier. Deuxième positionnement, le positionnement va se faire notamment sur le prix. Vous allez proposer un prix à votre produit. Vu que vous l'aurez bien détaillé au préalable, eh bien, le prix sera complètement justifiable. De plus, il peut être complètement différent de celui de la concurrence. Il peut être plus cher que celui de la concurrence. Là, ce n'est pas un problème. À partir du moment où vous expliquez pourquoi ce prix a été mis en place, parce qu'éventuellement vous proposez du service complémentaire, vous avez un service après-vente, un accueil, une façon de vous comporter avec le client qui va être différent, ça justifiera complètement le prix que vous allez pouvoir proposer. Le quatrième positionnement que vous devez avoir, c'est notamment sur le mode de distribution. Vous devez expliquer au lecteur de votre business plan comment vous allez vendre votre produit. Comme vous connaissez bien votre clientèle et que vous connaissez ses critères d'achat, vous êtes en mesure d'expliquer comment vous allez vendre vos produits. Vous devez aussi expliquer quels sont vos réseaux de distribution. Est-ce que vous préférez vendre en direct? Est-ce que vous préférez passer par des intermédiaires ou tout simplement par Internet? Votre canal de distribution va se faire en fonction, comme je le disais, du critère d'achat du mode d'achat de votre clientèle. Si vous vous adressez à une clientèle hyper connectée, il est évident que votre mode de distribution se fera forcément plus par Internet ou les réseaux sociaux. Si au contraire, vous avez plutôt une clientèle senior plus, à ce moment-là, on partira peut-être plutôt sur un mode de distribution en direct. N'oubliez pas qu'aussi votre mode de distribution peut très bien changer. Nous l'avons vu dans le cadre de cette crise sanitaire malheureusement qui nous touche. On voit qu'éventuellement, eh bien, les chefs d'entreprise s'adaptent et distribuent d'une autre façon. Donc, n'hésitez pas aussi, dans le cadre de votre mode de distribution, à bien prendre en compte le contexte global de l'entreprise. Enfin, le quatrième point sur lequel vous devez aussi travailler et expliquer, c'est la façon dont vous allez communiquer auprès de votre clientèle. Il est important dans votre stratégie d'expliquer comment vous allez vous faire connaître auprès de cette fameuse clientèle. Vous savez quels sont ses besoins, vous savez quels sont ses modes de consommation, etc. Donc, il est important de véhiculer un message qui corresponde en fait à la réponse des besoins de vos clients et en même temps de pouvoir véhiculer ce message-là par des moyens de communication qui sont adaptés à la clientèle. Vous devez, pour ce faire, dans le cadre de votre business plan, réaliser ce qu'on appelle un plan d'action, c'est-à-dire un simple tableau où dedans, vous allez pouvoir expliquer quelles actions vous voulez mettre en place, quels médias, quel médium vous allez utiliser, quel est le coût de cette communication que vous allez mettre en place et enfin, quelle est la date de démarrage à laquelle vous allez mettre cette fameuse action de communication. Nous allons aborder maintenant la cinquième partie de votre business plan, à savoir la définition des moyens d'exploitation nécessaires pour démarrer au mieux votre activité. Donc tout d'abord, on va commencer par les moyens humains. Il va falloir déterminer l'effectif nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Déjà, savoir si au démarrage, vous allez pouvoir démarrer seul ou alors est-ce qu'il vous faudra embaucher dès le départ. Si oui, combien de personnes? Et sous quel type de contrat? CDI, CDD, est-ce que ce sera du temps plein ou du temps partiel? Tous ces points-là doivent être validés avant votre installation. Idem, dans les moyens humains, faire un point sur les formations, formations peut-être techniques spécifiques à suivre avant votre installation, ou alors des formations réglementaires à suivre obligatoirement avant d'ouvrir. Sans cette dernière, vous ne pourrez pas réaliser d'ouverture. Je pense notamment pour ceux qui souhaitent s'installer dans la restauration, ou ouvrir un bar, par exemple, la formation permis d'exploitation ou hygiène et sécurité en milieu alimentaire, qui sont des formations à suivre avant l'ouverture, ou alors d'autres formations transversales en gestion, en communication, pour pallier des lacunes et démarrer au mieux votre activité. Autre définition des moyens nécessaires, ce sont les moyens matériels, c'est-à-dire l'ensemble de vos besoins, les investissements de départ nécessaires pour pouvoir démarrer au mieux votre activité.
Est-ce que vous aurez besoin d'un local pour démarrer? Si oui, quelle superficie, quel montant de loyer, quel montant de charge à déterminer? Y aura-t-il un besoin de travaux et d'agencement? Si c'est le cas, il faudra réaliser des devis qui vont bien en fonction du local trouvé pour réaliser un chiffrage au plus juste. Aurez-vous besoin d'un véhicule professionnel, un ou plusieurs? Si c'est le cas, il vous faudra aussi réaliser les devis en fonction des modèles souhaités et ainsi aussi valider le mode de financement de ces derniers. Est-ce qu'on serait plus sur du crédit classique ou du leasing? Il faudra réaliser aussi un point sur le mobilier, le matériel productif nécessaire au démarrage de votre activité. De même, il vous faudra réaliser les devis pour chiffrer au mieux ces investissements. Et enfin, n'oubliez pas aussi tout l'aspect digital, à savoir l'équipement informatique, les logiciels nécessaires pour démarrer et aussi la création de sites internet, vitrines, ou marchand, si vous décidez de vendre en ligne, ainsi que le référencement. Tous ces coûts sont à évaluer avant de démarrer. Le recensement de l'ensemble de ces besoins, de l'ensemble de ces investissements de départ et leur chiffrage sont nécessaires pour réaliser au plus juste le prévisionnel financier qui va suivre. Bonjour à toutes et à tous, Grégoire Collot, je suis expert comptable. Je vais vous parler des prévisions financières. Alors, je vois qu'il y a une première question qui a été posée sur le chat où on nous demande où trouve-t-on un exemple de business plan. Alors, en tout cas, pour la partie financière, on en trouve évidemment sur Internet, puisqu'on trouve tout sur Internet. Mais généralement, vous ferez appel à un expert comptable à ce moment-là pour différentes raisons, parce que c'est notre métier, parce qu'on est extérieur à votre projet, donc il va y avoir une confiance, notamment des banquiers, si le prévisionnel est réalisé par un expert comptable, plutôt que si vous le faites vous seul. Lorsqu'on sort un prévisionnel, on met notre nom. Donc, j'allais dire, c'est quelque chose qu'on réalise sérieusement, qui, pour la petite information, est réalisé par la plupart des experts comptables gratuitement. Lorsqu'on reçoit un prospect, on établit ses prévisionnels sans aucune facturation. Donc, le banquier, généralement, va vous demander ce prévisionnel. Alors, qu'est-ce qu'un prévisionnel? C'est un document écrit qui, en gros, se compose essentiellement sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat. Il y a d'autres documents annexés. Et ça va permettre, alors généralement, ça se fait sur une durée de 3 à 5 ans. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On aura une difficulté à anticiper au-delà de 5 ans. Et ça va permettre de savoir si l'activité est viable. On verra tout à l'heure ce que ça signifie. Ça va permettre également de voir quels sont les moyens dont vous avez besoin. On vient d'évoquer les moyens matériels. Donc, quelle somme d'argent dois-je réunir pour réaliser ce projet? Et s'il y a un emprunt, évidemment, voir si on peut rembourser l'emprunt. Je vous disais, si un projet est viable, ça veut dire quoi? Il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut que le chef d'entreprise puisse en vivre, tout simplement, c'est-à-dire tirer une rémunération. On ne crée pas une entreprise pour y travailler bénévolement, ce n'est pas le but. Et si jamais vous faites un emprunt bancaire, bien évidemment, est-ce que l'emprunt pourra se rembourser? Donc on va faire une projection dans l'avenir, on va essayer de voir ensemble quels sont je dirais, le résultat que vous allez prévoir de faire dans les années à venir. Alors, pour ça, en fait, on va se réunir avec le créateur, on va lui poser beaucoup de questions, on va le faire parler, c'est lui qui va nous expliquer quels sont déjà les besoins, les investissements, alors investissements qui peuvent être très différents d'une activité à une autre. Si vous êtes chez vous à la maison avec juste un ordinateur, il n'y aura pas besoin de beaucoup de matériel. Si par contre vous ouvrez un magasin, il va falloir agencer ce magasin, il y aura du matériel, il y aura des étagères à acheter, il y aura des travaux, il y aura pas mal de choses. Donc on va déjà chiffrer avec lui quel est l'investissement global. Ensuite, on va chiffrer également une notion comptable, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie qui dort, si on peut le résumer comme ça. Alors, grosso modo, pour un magasin, c'est le stock. Je prends l'exemple d'un magasin de vêtements. Si vous avez un magasin de chaussures et que vous avez 1000 paires de chaussures en stock pour 50 000 €, il va falloir financer, évidemment, ce besoin en fonds de roulement. Si vous ouvrez un magasin qui vend des pneus, évidemment, il va falloir avoir accès à un certain stock, donc vous le financez également.
Il va falloir également financer les clients. Vous êtes dans le bâtiment, vous êtes artisan, vous faites des travaux pour les entreprises, on n'est pas payé en France immédiatement. On est payé à 30 jours, voire à 45. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va manquer de la trésorerie sur le compte. Vous allez vous retrouver, j'allais dire parfois un petit peu juste, par rapport donc aux factures clients, par rapport au stock. Alors une fois qu'on a chiffré ces besoins, en face on a des ressources. Alors les ressources, quelles sont-elles? On a déjà le capital social. C'est-à-dire vous allez, lorsqu'on crée une entreprise, on amène un capital à l'entreprise. Alors vous allez déposer cette somme d'argent sur un compte. C'est une somme d'argent que vous allez utiliser. Parfois, les créateurs d'entreprises pensent que l'argent est bloqué ou qu'ils n'auront pas la disponibilité. Pas du tout. Si on met 10 000 € sur un compte bancaire pour le capital, vous allez pouvoir payer les premiers frais avec ce capital. Souvent, on mixe cet apport avec un compte courant. Le capital, il est bloqué pendant toute la durée de vie de l'entreprise. Le compte courant, c'est une somme d'argent que vous allez mettre à disposition de l'entreprise au démarrage. Et le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir le récupérer quand vous voulez. Enfin, quand vous voulez. Quand vous pouvez, puisqu'il faut que la trésorerie le permette. Mais en tout cas, je reprends mon exemple. Vous comptez mettre 30 000 € dans l'entreprise, vous allez mettre 5 000 € en capital qui seront bloqués. Ensuite, vous aurez 25 000 € en compte courant que vous récupérez lorsque l'entreprise aura eu de la trésorerie, qu'elle aura fait ses premiers bénéfices et qu'elle pourra vous rembourser. Et évidemment, une ressource importante, c'est l'emprunt. Parfois, il y aura besoin d'aller faire un emprunt auprès d'une banque. Parce que les investissements sont importants. Alors, évidemment, le banquier est toujours attentif à votre apport. Aujourd'hui, il est un petit peu illusoire de vouloir emprunter 100 000 € auprès d'une banque et d'amener 500 € en capital. La banque risque d'estimer que ce n'est pas suffisant. Combien on doit amener? Il n'y a pas de chiffre précis. On nous parle parfois de à peu près 10% du montant, mais ça peut être 15%. En tout cas, ce n'est pas un chiffre qui est légal. Chaque banque raisonne comme elle le souhaite. Mais en tout cas, à minimum, vous demandera quand même un apport qui soit en tout cas en rapport avec votre emprunt. Voilà donc pour la partie plan de financement. Ensuite, on va établir le compte de résultat. Alors pour ça, je vais commencer par la colonne de droite, la vente de marchandises, vente de services, c'est votre chiffre d'affaires. Alors, deux cas possibles. Soit vous avez créé l'entreprise, ou vous créez en tout cas un fonds de commerce qui n'existait pas. Vous ouvrez un restaurant, vous ouvrez une boulangerie, vous ouvrez un magasin. Donc on va vous demander quel est votre chiffre d'affaires. C'est un peu compliqué quand on démarre. Quand on ouvre une boulangerie et qu'on nous demande quel chiffre d'affaires on va faire, c'est pas simple. Alors on essaye de raisonner, plutôt que de raisonner annuellement, on essaye de raisonner à la journée. Un boulanger, il va pouvoir vous dire combien il va vendre de baguettes. Un restaurant, il pourra vous dire combien de tables il a, combien de clients il compte faire sur la journée, quel est le plateau moyen. Un artisan, il est capable de vous dire, quand on est carreleur, combien de mètres carrés de carrelage il va faire par jour. Donc en tout cas, on va essayer qu'il nous décrive, j'allais dire, une journée de travail, et en partant d'un chiffre à la journée, on va reconstituer un chiffre d'affaires annuel. Lorsqu'on a racheté, c'est plus simple. Vous rachetez l'exemple d'une boulangerie ou d'un restaurant, il y a un chiffre d'affaires qui existe. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de facilité à pouvoir se projeter, puisqu'on va partir du chiffre d'affaires que l'ancien faisait. De manière pessimiste, on aime bien mettre 5 ou 10% de moins, en disant, si je reprends, je vais essayer de faire aussi bien, mais il y a des chances que ce soit un petit peu moins bien. Donc, en tout cas, on va diminuer un petit peu ce chiffre d'affaires. Ensuite, colonne de gauche, on a donc toutes les charges. Alors là, c'est plus simple, on va lister, j'allais dire, l'ensemble des charges que vous allez avoir. Donc, c'est toutes les charges, ça peut être un local, ça peut être une assurance à payer, c'est les honoraires, c'est de la publicité, c'est des frais de personnel. Donc, on liste avec vous l'ensemble, l'intégralité de toutes les charges auxquelles vous allez faire face lors de la vie de l'entreprise. Donc, on va avoir d'un côté des produits, de l'autre côté des charges, et ça va nous donner un résultat. Alors, ce résultat, c'est toujours la grande inconnue lorsqu'on appuie sur le bouton rapport de notre prévisionnel, puisque parfois le résultat est, j'allais dire, passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il passe? C'est que vous allez pouvoir en vivre, vous allez pouvoir rembourser l'emprunt, donc là, tout va bien. Parfois, c'est plus compliqué. Vous avez, finalement, ce n'est pas suffisant. Vous dégagez un résultat, ce résultat, il ne pourra pas payer votre emprunt ou il ne vous permettra pas d'en vivre. Donc, dans ce cas-là, on modifie le prévisionnel. Alors, je vous dis tout de suite, on évite de toucher au chiffre d'affaires, parce que c'est un peu facile de monter un chiffre d'affaires pour que le prévisionnel soit correct. Ça, c'est pas une bonne idée. On va plutôt essayer de s'atteler aux charges. Alors, on va faire quoi? Frais de personnel. Vous deviez engager 4 personnes, on en prendra peut-être que 3 au démarrage. Vous comptiez acheter du matériel. Par exemple, vous aviez l'intention d'acheter une camionnette neuve, on va essayer d'acheter une occasion. Donc, on va essayer de réduire les charges
pour s'assurer que de toute façon, la règle, c'est de limiter au maximum les charges, hein, d'essayer d'être, j'allais dire, le plus raisonnable possible sur les charges. On verra après si l'entreprise fonctionne bien, mais en tout cas, au démarrage, on évite de trop charger, gérer cette partie-là. On voit également assez souvent des créateurs d'entreprise qui sont à Pôle emploi et qui donc vont pouvoir bénéficier, tout en créant l'entreprise, d'une indemnité Pôle emploi pendant 24 mois. Et ça, c'est très bien parce que ça va leur permettre de ne pas vivre de cette entreprise pendant toute la durée du lancement. Donc, c'est une très bonne chose. Surtout que quand on dit lancement, je reprends le chiffre d'affaires, il ne faut pas estimer que si vous deviez faire 120 000 € à l'année, vous ferez 10 000 tous les mois. Surtout si vous créez, il va y avoir une phase dans laquelle le chiffre d'affaires va progresser. Donc, au départ, il va être relativement faible et ensuite, il va aller en augmentant. On peut passer la slide suivante. Oui, alors, je vais passer très rapidement. C'est un plan de trésorerie que notre logiciel nous sort. Il fait ça de manière automatique, généralement sur 36 mois, mois par mois. Et on essaye de voir si en termes de trésorerie, l'entreprise s'en sort ou pas. Je vous le redis très souvent, là où ça coince, c'est sur le besoin de fonds de roulement, notamment le poste client qu'on n'avait pas bien estimé au démarrage. Hein, si vous faites un chiffre d'affaires important, et parfois, paradoxalement, on a vu des entreprises en difficulté parce que le chiffre d'affaires avait démarré tellement vite. Comme les clients payaient à 45 jours, on s'est retrouvé un petit peu court en trésorerie. Donc voilà, on essaie de faire un plan de trésorerie sur en général 36 mois. Alors, slide suivant. Donc vous l'aurez compris, hein, le business plan est donc un outil de communication. Merci Monsieur Grégoire Collot pour ces explications concernant le prévisionnel. Donc bien sûr, ce prévisionnel financier, il va être intégré dans le cadre du business plan, c'est-à-dire que le business plan est donc un document global qui va permettre éventuellement d'avoir le maximum d'informations. Donc, comme on l'a vu, sur le créateur d'entreprise, le créateur ou repreneur d'entreprise, sur l'activité envisagée, sur le marché, sur les moyens d'exploitation et forcément la finalisation avec le prévisionnel financier. Donc, ce document, ce business plan, reprend l'ensemble de ces éléments qu'on vient de vous présenter. C'est un document de référence. Il permet notamment à votre interlocuteur de se faire une idée très précise de votre projet. Alors, il fait à peu près, en règle générale, une trentaine de pages. Il faut qu'il soit clair et concis, écrit dans un français correct. Donc, n'hésitez pas à bien formuler, à bien écrire correctement. Il est préférable donc bien sûr de le remettre au terme de votre présentation pour que votre lecteur ne soit pas tenté de le consulter pendant que vous êtes en train de le présenter. Et puis, comme ça vous permet de conserver l'ensemble de son attention. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de présenter le business plan. Vous pouvez présenter un document synthétique qu'on appelle un executive summary qui vous permet en fait de reprendre les points indiqués dans le cadre du business plan. Donc, il pourra à ce moment-là, lui, être mis à disposition de votre interlocuteur en prélude de votre présentation orale. Il se peut très bien que vous le fassiez sous la forme d'un PowerPoint ou éventuellement d'une vidéo ou autre. En tout cas, à vous d'être un petit peu imaginatif quand vous allez rencontrer vos différents interlocuteurs afin de au mieux mettre en valeur votre projet de création, d'avoir son attention et son soutien dans le cadre de votre projet. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, écoutez, on va maintenant répondre à l'ensemble de vos questions, bien sûr. Donc, on a une question de Raphaël qui nous demande « Bonjour, le prévisionnel est souvent considéré comme synonyme de business plan. Ce n'est pas apparemment le cas, il n'en est donc qu'une partie. » Donc, moi, je vous le confirme, effectivement, le prévisionnel financier fait partie, en fait, des éléments du business plan. C'est sa finalité, si vous voulez. Le prévisionnel financier va être la traduction chiffrée de tous les éléments qui auront été évoqués au préalable dans le cadre de la rédaction de votre business plan. Mais je comprends parfaitement la question, puisque c'est vrai que dans le langage habituel de l'expert comptable ou du banquier, on appelle business plan la partie prévisionnelle financière, mais vous vous rendez compte que c'est quelque chose de bien plus large. Un business plan englobe une partie prévisionnelle financière. Je vois qu'il y a une troisième question. Alors, concernant effectivement l'incertitude actuelle. Alors, déjà, pour vous dire, il est évident que quand on fait un prévisionnel, ça reste un prévisionnel. Je ne pourrais absolument jamais garantir que les chiffres qui ont été mis dessus, si on me dit, voilà, je vais faire tant de chiffres d'affaires, on n'aura jamais la garantie que ça va se réaliser. On essaie de faire un prévisionnel qui est réalisable, qui est raisonnable,
Hein. Je prends un exemple, quand je repars du chiffre d'affaires à la journée, quand vous êtes carreleur, un carreleur, il sait qu'il ne peut pas dépasser, par exemple, 30 mètres carrés de carrelage par jour. Un boulanger, il sait qu'il ne peut pas dépasser dans tel village tant de baguettes. Par contre, c'est sûr que la crise sanitaire a eu un effet, c'est qu'on va on va forcément réduire ces chiffres. Hein. J'ai un client qui vient de reprendre un restaurant. Actuellement, il est évident que bon, alors les restaurants sont fermés, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires, mais on avait établi un prévisionnel au mois de mars, dans lequel on avait dégradé largement le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé sur 2019. Il a repris un restaurant, et bien sûr que la crise actuelle fait qu'il faut être extrêmement prudent, notamment sur le chiffre d'affaires. Personne ne sait, on est en plein confinement, quand le confinement va s'arrêter, donc c'est bien évidemment très compliqué. Selon qu'on reprend le 1er décembre ou qu'on nous confine jusqu'au 15 janvier, voire au 1er février, j'ai des grandes difficultés aujourd'hui à réaliser forcément un prévisionnel financier. Les interlocuteurs en face ont le même souci. Hein. Si je le présente à la banque, lui sera bien embêté également pour connaître la date de fin, mais en tout cas, il faut être prudent. Il ne faut pas aussi oublier que quand vous allez présenter donc, votre business plan, quel que soit le secteur d'activité, alors je comprends bien hein, sur le secteur de la restauration actuellement et le secteur du bar, hein, on a des difficultés notamment pour se projeter, mais que ça soit aussi bien vos interlocuteurs que vous. Or cependant, il faut quand même réaliser que c'est un projet de vie que vous allez mettre en place. Hein, donc vous allez tirer un revenu de l'activité que vous souhaitez exercer. Donc, ce n'est pas la peine non plus éventuellement de partir sur un monde merveilleux, etc. Hein. N'oubliez pas quand même que cette activité, eh bien, c'est vos revenus, vous vous engagez, vous, dans le cadre de cette activité-là, votre entourage, votre famille. Donc, il faut quand même qu'on reste aussi, nous, conseillers dans le cadre de la création d'entreprise. Hein. Je parle notamment pour la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. On est dans la bienveillance. Donc, on ne va pas non plus vous dire oui par rapport à des éléments que vous allez nous apporter. Il faut aussi qu'on prenne en compte le contexte général. Et un prévisionnel se fait sur 3 années, je vous le disais, ce qui signifie qu'actuellement, on vit cette période difficile. Ça veut dire que nous, on va l'adapter dans notre prévisionnel. On peut imaginer qu'au 30 juin 2021, on sera, j'espère pour tout le monde, sorti. Ça veut dire qu'on va estimer que le chiffre d'affaires va être dégradé pendant 6 mois. Par contre, on va le remettre à un niveau bien plus normal pour la suite des 2 ans et demi qui suivent. On fait un prévisionnel sur 3 années et pas uniquement sur 6 mois ou sur 1 an. Alors, Kelly nous demande combien on peut estimer le coût pour un expert comptable pour nous aider dans le cadre du prévisionnel. Alors, je vous l'ai redit, la plupart des cabinets d'experts comptables participent à une opération qui s'appelait Business Story. Alors, le nom a peut-être changé, mais globalement, en tout cas, il n'y a pas de facturation de prévisionnel quand vous contactez un expert comptable. C'est j'allais dire, on accompagne gratuitement le créateur d'entreprise dans la partie prévisionnelle. Et évidemment, si ensuite on réalise des statuts et que vous devenez client, il y aura facturation. Mais la première, en tout cas, étape est une étape qui est gratuite chez nous. Il n'y a jamais de facturation sur un prévisionnel. Alors, je reviens sur la première question qui a été posée, où est-ce qu'on peut trouver un exemple de business plan? Donc, je vais prêcher pour ma paroisse. Dans le cadre donc, de la Chambre de commerce, nous avons un outil d'accompagnement en ligne qui s'appelle CCI Business Builder, où vous avez la possibilité, en fait, de constituer votre business plan directement en ligne. Donc, je vous invite éventuellement à un petit peu regarder sur Internet en tapant CCI Business Builder et vous trouverez éventuellement donc, un modèle de business plan à réaliser en ligne. Bien sûr, au niveau de la Chambre de commerce, on est à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans le cadre de la rédaction de ce fameux business plan. Idem hein, pour la Chambre de métiers et d'artisanat de Moselle. Nous avons une équipe de 3 conseillers sur le territoire mosellan qui accompagnent au quotidien les porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur le département dans une activité artisanale. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services afin de prendre rendez-vous avec ces derniers pour un premier rendez-vous et afin de pouvoir entrer dans le dispositif d'accompagnement. On a une question de Nayara qui nous demande « Bonjour, comment peut-on prévoir le montant de vente pour un magasin qui n'existe pas encore, style un concept innovant ?» C'est évidemment très compliqué, puisque vous êtes non seulement sur une création, et en plus un concept innovant. On va essayer de raisonner de manière journalière, mais quelqu'un qui crée quelque chose qui n'existe absolument pas, c'est forcément compliqué. J'ai pas de solution miracle. C'est en tout cas le créateur qui va nous donner, lui, ce qu'il estime pouvoir avoir. Ce ne sera jamais le conseiller, que ce soit l'expert comptable ou la chambre de commerce ou autre,
qui pourra vous dire, c'est à vous, mais parfois, malheureusement, on se trompe. Hein. Il m'est déjà arrivé de faire des prévisionnels. Quelqu'un a estimé, le dernier que j'ai fait, il y avait un chiffre d'affaires qui était prévu et on a réalisé 50% de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ça reste, je vous le dis, une prévision qu'on va essayer d'être la plus prudente possible en cas de création et surtout si le produit est innovant, c'est-à-dire que vous ne savez même pas si le produit va marcher. Donc c'est là où ça se complique. Vendre des baguettes, c'est facile de me donner le montant. Quand vous vendez un produit qui n'existe absolument pas sur un marché, parfois ça fonctionne très bien et parfois ce sera forcément beaucoup plus compliqué. Je pense que dans les projets à caractère innovant, le temps d'amorçage est beaucoup plus long. Donc, au préalable, il faut bien sûr faire des études de besoin, des analyses, peut-être présenter votre produit auprès d'un échantillon type pour un petit peu avoir un avis notamment sur ce que vous proposez et puis éventuellement faire le maximum de tests pour après discuter et échanger avec un panel représentatif de clients afin que vous puissiez éventuellement, pourquoi pas, tester et peut-être après essayer de donner un montant des produits que vous souhaiteriez mettre sur le marché. Alors, on a une question de Mathieu. Est-ce que ces soutiens d'accompagnement CCI sont payants? Alors, dans le cadre, donc je réponds concernant la Chambre de commerce, dans le cadre de la Chambre de commerce, nous avons mis en place une offre nationale qui rentre dans le cadre d'une formation. Donc cet accompagnement, il s'agit en fait d'une formation individuelle qui va vous permettre notamment de développer un projet entrepreneurial réussi. Ça va notamment passer par de l'accompagnement, des heures d'accompagnement qui vous sont proposées dans le cadre de ceci. Et puisqu'il s'agit d'une formation dans le cadre de cet accompagnement, eh bien, sachez que ça peut être pris en charge dans le cadre de votre compte personnel de formation. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier éventuellement, on parlait de formation au préalable, tout à l'heure Clotilde nous parlait de formation. Alors, il y a des formations métiers qui sont à prendre en considération. L'accompagnement fait partie aussi éventuellement d'une formation pour vous aider à réaliser votre projet. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre compte personnel de formation. Donc, c'est CPF. Vous tapez CPF sur votre moteur de recherche, donc compte personnel de formation ou compte d'activité, pour savoir quel est le montant qui est disponible et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement utiliser dans le cadre, pourquoi pas, de votre projet. Oui, tout à fait, Carole. Créez tous, si vous ne l'avez pas encore fait, votre compte personnel de formation. Vous allez découvrir qu'au fur et à mesure des années d'activité salariée, vous avez collecté une certaine somme d'argent qui va vous permettre de financer tout un tas de formations et notamment des formations pour vous permettre de créer ou reprendre votre entreprise. Pour la Chambre de métiers et d'artisanat de Moselle, nous avons mis en place toute une série de packs formations axés sur la gestion, sur le commercial et un pack premium qui englobe un peu tout ça, qui est finançable par le biais de votre compte personnel de formation, ainsi qu'un accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure par un conseiller création dédié, 4 heures minimum d'accompagnement qui sont certes payants, 200 €, mais aussi finançables par le biais de votre compte personnel de formation. Donc, n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Voilà, nous les consulaires, nous sommes là donc pour vous accompagner dans votre démarche. Après, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse un peu discuter déjà au préalable de vos besoins dans le cadre de la mise en place de votre projet. Notre rôle avec l'expert comptable, c'est un peu de travailler en tripartie avec vous dans le cadre de la réalisation de votre business plan. Vous pouvez nous considérer comme un partenaire de votre projet de création ou de reprise d'entreprise. On a une question concernant les replays de cette présentation. Alors oui, ils seront accessibles tout à l'heure, une fois que nous aurons terminé cette présentation, et vous pourrez les retrouver donc sur YouTube. Et notamment, vous avez éventuellement sur le site de la Chambre de commerce, CCI TV Moselle, donc directement donc sur YouTube. Voilà. Est-ce qu'éventuellement il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour répondre.
Merci Lucie, qui nous remercie pour ces informations qui sont très complètes, claires et utiles, et qui nous souhaite une belle journée. Merci beaucoup Lucie, c'est très gentil. Allez-y, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Bon, eh bien écoutez, nous vous remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous souhaitons donc vous dire qu'effectivement, nous sommes à votre disposition. Merci de nous avoir écoutés. Le Salon Go n'est pas terminé. N'hésitez pas à aller participer à d'autres conférences qui ont lieu sur des sujets très variés. Vous pourrez donc retrouver toutes ces conférences, en tout cas celles qui vous intéressent, sur www.salon-go.fr. Et puis, on vous souhaite une belle continuité dans votre projet et on vous remercie pour votre participation active. Merci. Merci pour votre participation. Merci.